Bonjour à vous toutes et tous. Merci de venir nous rejoindre pour cette 10e épisode pour l'année 2025 des conférences Patrimeta. Aujourd'hui, alors je suis désolé pour cette voix, c'est post-patrimonia, donc vous pouvez m'excuser, j'ai beaucoup parlé. Et j'ai pas d'avatar qui va me remplacer aujourd'hui. Cette conférence, elle est consacrée à l'intelligence artificielle. Alors, vous savez que ça fait partie de nos marronniers maintenant. Là. C'est un sujet, une thématique qui est forte et qu'on souhaite suivre avec beaucoup d'attention. On a sous-titré cette conférence « Investir dans l'IA, comment bien saisir la vague technologique ». C'est une conférence qui se positionne dans un contexte qui est particulièrement compliqué à comprendre. D'une part, parce que les investissements mondiaux dans l'IA continuent de s'accroître. Je pense qu'on en est à 320 milliards de dollars au moment où j'avais rédigé la presse. Donc, depuis, ça a peut-être fortement accru avec des géants technologiques comme Microsoft, Nvidia, Alphabet, mais aussi Oracle, qui redéfinissent les standards de performance et d'innovation. Alors, bien évidemment, quand on parle d'IA, on a quelques questions cruciales que se posent les investisseurs. Alors, je vais en citer quelques-unes, il y en a beaucoup plus. Donc, comment distinguer l'opportunité durable du simple engouement spéculatif? Comment évaluer le risque de bulle dans le secteur de l'IA? Quels sont les risques, les leviers de croissance et les stratégies pour construire un portefeuille exposé à l'IA de manière intelligente? C'est le cas de le dire. Existe-t-il une place pour investir en dehors des États-Unis? Et puis, l'IA peut-elle apporter un plus en matière de processus d'investissement? Alors, ce webinaire va vous proposer une exploration en 3 temps, les dynamiques macroéconomiques du secteur, les raisons d'investir dans l'IA et les approches différenciantes pour s'intéresser au segment de marché et comment les modèles d'IA peuvent constituer des apports en valeur ajoutée à la gestion de portefeuille. Pour ce faire, nous avons la joie d'accueillir Karine Pirotin, Opéra Bureau de Famille, Aix-en-Provence, toujours aussi bronzée, Karine. Merci d'être là avec nous, ravi de t'accueillir, qui va animer cette session en interrogeant 2 grandes maisons, expertes du sujet. Alors nous avons, vous les avez reconnus, bien évidemment. Vous avez Yann Loin, qui est le directeur commercial chez Pictet AM. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et Christophe Bouchois, qui est le gérant Action Internationale à la LFDE, à la financière de l'Échiquier, pardon. Bonjour Christophe. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Voilà, j'en ai fini pour mon introduction. Karine, je vous laisse la main. À vous de jouer. Merci Pascal. Moi, je suis ravie de vous retrouver sur Patrimeta ce matin. Chez Opéra, nous accompagnons des familles et des entrepreneurs depuis plus de 20 ans, donc sur Aix et sur Paris, comme indiqué par Pascal, dans leur stratégie patrimoniale et d'investissement. Et depuis 2 ans, il y a 3 sujets qui intéressent particulièrement nos investisseurs: l'investissement durable, la défense et la sécurité, et bien sûr l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui fascine autant qu'il interroge. Pascal a indiqué quelques éléments qui interrogent nos clients. C'est clairement la grande révolution technologique, avec la capacité de transformer radicalement des secteurs entiers de l'économie, comme la santé, mais aussi la finance. Et les craintes qui sont liées à ce secteur sont nombreuses, c'est normal, lors de grands changements. Beaucoup d'investisseurs s'interrogent sur la réalité des valorisations, leur concentration. Ils craignent la bulle, on en parle de plus en plus, dans un contexte macroéconomique sous tension. Donc, toutes ces interrogations, ainsi que la place de l'humain, la consommation énergétique, etc., on va les éclairer pour nous et pour nos investisseurs, avec donc Yann et Christophe,
en commençant peut-être par les grandes tendances économiques qui soutiennent l'essor de l'IA en 2025. Quelles sont-elles? Quels sont les points d'attention à avoir? Yann, est-ce que tu veux commencer? Oui, bonjour, merci Karine. Alors effectivement, il y a plusieurs tendances qui soutiennent le cycle de l'IA. Enfin, l'IA en elle-même est déjà une tendance telle que nous la considérons chez Pictet. La première chose qui a accéléré l'essor de l'intelligence artificielle à notre sens, et notamment l'essor de l'intelligence artificielle générative, c'est l'innovation technologique. Alors, innovation à plusieurs égards, l'innovation dans les infrastructures d'une part, avec un cycle de miniaturisation des puces. Nous sommes aujourd'hui, nous avons des entreprises comme TSMC, qui est le plus grand fondeur de puces au monde, qui est capable de graver des puces à une échelle une taille de 2 nanomètres. On sait qu'en 2036, on atteindra le 10e de nanomètre, c'est-à-dire qu'il y a un monde entre la capacité industrielle actuelle et celle que l'on connaîtra dans 10 ou 15 ans. Et c'est la base, quelque part, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les progrès ont été considérables depuis plusieurs années. Il y a encore quelques années, les spécialistes des fonderies étaient capables de fondre en 5 ou 6 nanomètres en taille industrielle. Tout ça a bien accéléré et ça permet aujourd'hui à des acteurs, ce qu'on appelle les hyperscalers, les grandes entreprises technologiques, d'installer des puissances de calcul un petit peu partout dans le monde et d'accélérer sur plusieurs activités. Alors le cloud computing en fait partie. C'est un des grands bénéficiaires de l'évolution technologique dans les infrastructures. On a vu ce fameux partenariat entre OpenAI et NVIDIA qui a été signé la semaine dernière, 100 milliards d'investissements dans les prochaines années. On va installer 10 gigawatts de capacité en matière de centres de données en puissance électrique incomparable. C'est globalement 10 EPR qui seront nécessaires pour alimenter ces data centers. Et l'innovation technologique est globale, c'est-à-dire qu'elle touche à la fois le matériel, l'outil, les semi-conducteurs, mais aussi des innovations technologiques dans la puissance algorithmique, dans la capacité des logiciels à être beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants, dans la capacité à absorber beaucoup plus de data également pour ces centres de données. Et ça converge assez bien avec la logique de plateforme qui est de plus en plus souhaitée, sollicitée par les consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons ces plateformes qui sont en train d'émerger progressivement en plateforme de e-commerce, plateforme de distribution de contenu, qu'il soit audiovisuel, qu'il soit numérique de toutes sortes, plateforme de télémédecine, plateforme de réservation en ligne, par exemple. Et donc, il y a cette convergence à la fois de l'industrie, des progrès, l'innovation technologique, à la fois dans les infrastructures, à la fois dans les solutions cloud, à la fois dans les logiciels, dans la puissance algorithmique, mais aussi une logique de consommation qui a beaucoup évolué et qui a vocation à s'organiser sous la forme de plateformes de manière beaucoup plus large et avec une progression de la consommation qui est assez intéressante sur le long terme. Donc ça, ce sont les deux principaux éléments. Et puis, ce qui alimente aussi les progrès de l'IA, c'est la volonté de beaucoup de pays d'investir massivement pour regagner en souveraineté, pour rapatrier la production des unités stratégiques sur le territoire national. On l'a vu avec le projet Stargate aux États-Unis, on l'a vu également dans une moindre mesure avec des projets européens. Mais il y a aussi cette guerre géopolitique, quelque part, qui se joue sur le terrain du numérique. Et ces entreprises-là en profitent dans le sens où elles sont à la pointe de ces technologies-là. Donc ça, ce sont les premiers éléments qui, d'après nous, justifient l'essor de l'intelligence artificielle. Il y a également beaucoup de craintes qui sont liées à l'IA et beaucoup de limites que l'on entrevoit. Les premières limites, et certainement le premier obstacle que l'on peut constater, c'est la capacité qu'auront ces grands acteurs de l'IA à se nourrir, en tout cas à s'approvisionner en électricité. On sait que la production énergétique sera certainement l'un des principaux freins à l'essor technologique dans les prochaines années. Il faudra y remédier. Beaucoup d'acteurs ont déjà pris leurs dispositions, mais ça ne suffira certainement pas lorsque l'on voit
la puissance de développement de ces grands centres de données. Et puis, autre limite naturelle, celle des prélèvements en eau, celle de la ressource naturelle qui, elle, est limitée. Autant l'électricité, on peut en produire toujours plus, autant l'eau est une ressource limitée. Et au-delà d'être énergivore, un data center est hydrovore également, et se pose aujourd'hui la question du prélèvement en eau, notamment lorsque on implante des data centers dans des zones plus arides. C'est un sujet que nous maîtrisons plutôt bien chez Pictet et qui sera, je pense, au cœur des débats dans les prochaines années. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres limites, alors plus sociologiques ou éthiques. Nous nous dirigeons tout droit vers une AI forte. C'est en tout cas le sentiment, un des grands acteurs de la tech. Sam Altman a annoncé qu'il atteindrait l'AI forte, c'est-à-dire une AI capable d'être douée de libre arbitre, de conscience, supérieure en tout point aux facultés humaines, à horizon 2033. Alors nous avons déjà des modèles qui sont très performants. Nous avons déjà quasiment atteint le stade de l'AI généralisée. Ce qu'on appelle l'AI généralisée, c'est une AI capable de dominer l'homme sur tous les aspects cérébraux, c'est-à-dire des modèles qui sont capables de gagner des concours de mathématiques, sont capables de gagner, comme on l'a vu récemment, des concours de code, d'être bien meilleurs que les humains, beaucoup plus rapides. Et ça pose la question d'un possible remplacement de l'homme par la machine ou d'une possible domination de l'homme par la machine. Alors là, il y a plusieurs écoles qui s'opposent. C'est un sujet qui est presque plus philosophique que technologique. Mais lorsque prend un peu de hauteur et qu'on écoute ces débats entre transhumanistes, post-humanistes, des écoles dont font partie Elon Musk, par exemple, qui a initié le développement des puces Neuralink pour avoir cette capacité, pour apporter la capacité à l'homme de raisonner de manière beaucoup plus efficace, d'obtenir quelque part une augmentation de ses capacités intellectuelles pour tenir la comparaison avec la machine, parce que c'est des sujets qui se poseront dans les années qui viennent. Si nous atteignons l'AI forte, quelle sera la place de l'homme justement dans l'humanité et comment nous remédierons à ce remplacement possible de la machine, enfin de l'homme par la machine. Donc c'est beaucoup de sujets qui devront être abordés et qui suscitent aussi beaucoup de réflexions au sein de nos gestions et qui nous permettent d'allonger l'horizon d'investissement et de raisonner au-delà juste des modèles technologiques que nous adressons tous les jours. Ok. Est-ce que Christophe a quelque chose à rajouter sur ce sujet des grandes tendances qui soutiennent l'essor de l'IA? Non, c'était une présentation déjà assez longue. Ce que je vais peut-être rajouter, c'est que c'est à nous, en fait, gérants thématiques, de bien comprendre comment une révolution technologique comme celle de l'intelligence artificielle fonctionne, comment en fait on va capter en fait cette innovation dans tout les pans de l'économie. Donc bien comprendre en fait quelles vont être les différentes vagues de monétisation de la technologie, de l'innovation, pour qu'ensuite nous on puisse se positionner en amont de la création de valeur liée à l'innovation. Donc avant qu'on voit dans les résultats de ces sociétés-là une accélération de la croissance, une amélioration de la profitabilité, une amélioration du retour à l'actionnaire, donc c'est important que nous on identifie ces sociétés, ces sous-segments qui vont en bénéficier. Et peut-être juste un point sur la macro, donc c'est vrai que les dépenses d'investissement en infrastructure cloud, notamment dans des serveurs IA, ont tiré très fortement la croissance américaine, notamment. On voit des estimations qui parlent quasiment d'un point de PIB donc, cette année. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et donc on parle vraiment d'une révolution, quelque chose qui est pluriannuel, qui va durer dans le temps. Donc c'est important en fait que les auditeurs ou les investisseurs en fait s'intéressent à cette thématique de l'intelligence artificielle. C'est clair, effectivement, et tu commençais à parler de micro, des niveaux de valorisation, de l'emballement spéculatif ou de la valorisation justifiée. C'est justement le sujet. Est-ce que c'est solide? Est-ce que ça va durer dans le temps? Et comment on peut distinguer alors ces entreprises dont la croissance est réellement soutenable et de celles qui sont surévaluées à court terme, là, maintenant? Eh bien, ça c'est notre métier, en fait, de gérant thématique. Donc, c'est quelque chose de très important qu'on regarde toute la journée au sein de la financière de l'échiquier. C'est-à-dire qu'on a, en fait, des innovations où on essaye de réfléchir au séquencement, en fait, de la matérialisation de la croissance, de l'accélération de la croissance des résultats. Et ensuite, c'est à nous d'estimer, lorsque le marché a bien compris que ces sociétés-là étaient correctement valorisées. On peut prendre l'exemple en fait dans la partie infrastructure cloud, donc tous ces data centers qu'on a construits ces derniers mois, ces derniers trimestres.
Donc on a les principaux fournisseurs de composants physiques, donc de puces graphiques comme Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell, ainsi de suite. On a les fabricants de puces mémoire, d'équipements réseau qui vont permettre de transférer les données au sein des data centers et en dehors des data centers. On a également toutes les sociétés qui vont faire le refroidissement par eau, par air de ces data centers, qui vont fournir toute l'alimentation électrique. Donc en fait, sur tous ces acteurs de l'infrastructure cloud, on a révisé à la hausse fortement les perspectives de croissance, de profitabilité future. Évidemment, la bourse l'a bien compris, donc il y a une revalorisation des multiples de valorisation aussi. Et donc, c'est à nous de bien comprendre lorsque cette revalorisation a été faite, aussi bien sur les résultats que sur les multiples, pour qu'ensuite on réalloue nos portefeuilles vers les vagues suivantes de monétisation de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on fait aussi au sein de notre fonds Artificial Intelligence, donc on est à rebalancer le portefeuille vers la deuxième vague qui correspond plus au logiciel. On voit encore des valorisations attractives. Et après, on réfléchit évidemment à l'arrivée de l'IA physique, donc dans la robotique, et de l'IA scientifique ensuite. C'est comme ça qu'on conçoit vraiment. C'est-à-dire que si on regarde les multiples de valorisation, on peut se dire « Ah, c'est cher » parce qu'on pense que c'est cher parce qu'il y a une hausse boursière. Mais si on regarde l'évolution des multiples, ils ne sont pas forcément beaucoup plus chers qu'ils étaient en historique. En tout cas, c'est le cas pour notre fonds où on rebalance année après année en fait le portefeuille. Donc il n'y a jamais de bon moment pour rentrer dans la tech. Les valorisations sont toujours chères parce que les perspectives de croissance sont plus élevées pour les sociétés technologiques que pour les sociétés non technologiques, et les points d'entrée malheureusement sont assez rares. Il y en a eu un cette année en mars-avril, il y en a eu un en 2022, il y en a eu un plutôt en 2018-2019, mais les points d'entrée sont rares. Généralement la tech est chère parce que la croissance des résultats est forte. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur la valorisation absolue, il faut bien regarder ça en valorisation ajustée des perspectives de croissance et de profitabilité future. Oui, secteur par secteur. C'est aussi votre avis chez Pictet? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que d'après nous, hein, alors on a souvent tendance à regarder le price earning pour analyser la valorisation d'une entreprise. Aujourd'hui, c'est un élément que l'on regarde, mais auquel on ne porte pas une attention plus grande que ce que nous devons faire. C'est-à-dire que quand on compare Nvidia aujourd'hui, Nvidia vaut 60 fois les résultats aujourd'hui, mais à qui comparer Nvidia? À quoi comparer Nvidia? C'est la question finalement. Nvidia, c'est la plus grande entreprise mondiale, 4 000 milliards de capitalisation boursière. C'est une entreprise qui a des chiffres de croissance de start-up. Nvidia vient d'enchaîner 9 trimestres consécutifs de croissance supérieure à 50%. C'est une marge brute de l'ordre de 75%. Donc, c'est-à-dire que lorsque Nvidia vend un semi-conducteur, une puce GPU 100, elle marge à 78. Donc, on a des chiffres absolument incroyables et on n'a pas de référentiel dans l'histoire de l'entreprise auquel comparer Nvidia aujourd'hui. Alors, Nvidia valait déjà 60, 80, 100 fois les résultats il y a 10 ans. C'était peut-être déjà trop cher à l'époque sur la base des price earnings. Le fait est qu'en l'espace de 10 ans, le titre a fait 35 ou 36 000% de performance. Donc, encore une fois, on apporte une attention assez mesurée au ratio de valorisation. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est véritablement l'innovation. Et à partir du moment où Nvidia sera en mesure d'innover tous les 18 ou 24 mois, de sortir une nouvelle génération de puces, hein, comme elle l'a fait avec Rubin très, très récemment, une puce qui, 18 mois après la sortie de la précédente, est capable de réduire par 25 fois la consommation énergétique, qui a des capacités, une performance 25 ou 30 fois supérieure à la précédente génération. Pour nous, ça vient justifier la valorisation d'un tel titre, d'autant plus que sur tous ces maillons qui composent la chaîne de production technologique, nous sommes sur des marchés oligopolistiques, c'est-à-dire que Nvidia, aujourd'hui, c'est 90% du marché du design des semi-conducteurs GPU. Alors, bien sûr, il y a quelques concurrents qui existent encore, hein, comme Intel, comme Broadcom, comme AMD, etc. Mais il n'y a pas 10 ou 20 acteurs, c'est-à-dire… oui, il y en a 8, apparemment. Il y en a quelques-uns. Pareil, dans la fonderie, TSMC est ultra leader. Il y a quelques concurrents comme SK, comme Samsung. Dans la sécurisation des wafers, KLA est ultra leader. Dans le cloud, Amazon, Microsoft sont leaders aussi. Donc, il y a quelques acteurs à chaque fois qui se partagent le marché et tous ces acteurs-là sont interconnectés. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que Nvidia est entré au capital de Intel, vient de passer un partenariat avec Oracle, qui lui-même a un partenariat
avec Broadcom, qui fabrique des puces en partenariat avec Microsoft, etc., etc. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est inquiétant? Excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est inquiétant cette concentration dans quelques entreprises et comment on peut constituer un portefeuille diversifié s'ils s'entendent tous en plus? Tout le monde se tient quelque part. C'est aussi quoi. C'est la raison aussi pour laquelle lorsque DeepSeek sort du guet en septembre, tout le monde de la tech est sans grande différenciation chute parce que tout le monde est un petit peu interconnecté. Donc mais quelque part ça crée aussi des barrières à l'entrée de ce marché. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est très difficile et la preuve en est avec les acteurs chinois qui ont du mal à se faire une place dans ce marché et qui ont du mal à rattraper les Américains parce que c'est énormément d'investissement, parce qu'il faut constituer des partenariats technologiques, industriels. NVIDIA ne pourrait pas fonctionner sans TSMC, TSMC ne pourrait pas fonctionner sans un acteur comme Lam Research ou comme KLA. Donc, il y a aussi cette nécessité de partenariat. Mais pour revenir aux valorisations, ce que l'on regarde, c'est avant tout l'innovation, c'est la capacité de ces entreprises-là à surprendre, et on l'a vu encore récemment. Et c'est ce qui nous fait penser également que nous ne sommes pas en situation de bulle. Lorsque Oracle annonce que son carnet de commandes a été multiplié par 4 ou par 5, globalement, pas grand monde l'avait prévu, et aucun analyste n'avait vraiment parié là-dessus. Ça permet de constater qu'il y a encore des surprises positives. On l'a vu avec Broadcom aussi pendant la séance de publication, et surtout, quand on regarde les performances du Nasdaq l'an dernier, NVIDIA, certes, domine le classement. Je crois qu'NVIDIA fait plus de 180% l'an dernier, mais l'un de ses principaux concurrents, Intel, fait moins 40 ou moins 50% de performance l'an dernier. Donc, tout le monde ne profite pas de la même manière de cet engouement pour les valeurs technologiques. Il y a toujours beaucoup de dispersion dans le marché. Et à la différence des années 2000, parce qu'on compare souvent l'environnement actuel aux années 2000, eh bien, tous les acteurs ne profitent pas du même engouement. Et surtout, les acteurs aujourd'hui sont très rentables. Et c'est ça la vraie différence, avec énormément aussi de cash à réemployer. Quand on voit les trésoreries disponibles de ces grands acteurs-là, ça leur permet, elles progressent déjà tous les ans, elles sont sur des niveaux qui sont assez incroyables. Ça leur permet de faire des rachats d'actions qui soutiennent le cours de bourse depuis plusieurs années, mais aussi de passer des partenariats stratégiques. Et comme l'a fait NVIDIA récemment, d'entrer au capital d'Intel ou de passer un partenariat avec OpenAI, ou comme le fera peut-être Apple dans quelques semaines ou quelques mois, de rattraper son retard dans l'IA en achetant Perplexity ou en achetant Mistral AI. Il y a plusieurs rumeurs qui courent, mais c'est aussi, ça leur permet aussi de maintenir à distance les concurrents de par la disposition de cash dont elles profitent. Donc, est-ce que tu penses, Christophe, qu'on peut encore constituer un portefeuille diversifié ou est-ce que c'est utile de le faire d'ailleurs? Bien sûr, c'est ce que j'essaie d'expliquer en disant que en fait, pour nous, on est très vigilant sur les métriques de valorisation des sociétés dans lesquelles on investit. On regarde à la fois en fait les perspectives de croissance et de profitabilité future et les métriques de valorisation. Donc dès que les deux en fait ont connu une hausse, c'est-à-dire que la manière, disons, une fois qu'on a bien compris comment une société, comme Nvidia, comme TSMC, comme Microsoft, comme Oracle, va bénéficier en fait de l'essor de l'IA, une fois que les perspectives de résultats ont été révisées à la hausse, ensuite on se pose la question de la valorisation. Est-ce que les valorisations reflètent de manière adéquate ces perspectives de croissance future, de profitabilité future, ou est-ce qu'il y a en fait un surcroît d'engouement de la part des investisseurs pour ces valeurs-là, qui fait que les valorisations deviennent excessives. Si on entre en fait dans la catégorie allouée le portefeuille, donc il faut trouver en fait au sein de l'écosystème de l'intelligence artificielle d'autres valeurs. C'est pour ça que nous, quand on réfléchit en fait à l'écosystème de l'IA, on réfléchit à 4 grandes catégories qui apportent une diversification en fait dans l'écosystème. On a à la fois les fournisseurs d'équipements critiques, ce qu'on appelle les facilitateurs ou les AI enablers en anglais. On a les fournisseurs d'infrastructures digitales. Donc, peut-être pour donner un exemple, tout ce qui est équipement physique, on va parler des semi-conducteurs graphiques, semi-conducteurs mémoire,
équipements réseau, capteurs, etc. Sur la partie infrastructure digitale, on va parler des hébergeurs cloud qui vont, comme Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon AWS, Oracle OCI, héberger en fait dans leur environnement cloud des modèles d'IA pour qu'ils y soient entraînés, pour qu'ensuite ils soient exécutés en temps réel pour des applications très concrètes dans la vie réelle. Donc ça, c'est l'infrastructure digitale. Ensuite, on a les vendeurs d'IA. Donc là aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire essayer d'identifier ce qu'ils vont utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour améliorer leurs produits et surtout pour proposer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Dans les nouveaux services, on peut penser par exemple aux copilotes pour les logiciels, on peut penser aux agents d'IA qui sont aussi une révolution, hein. Ces logiciels autonomes qui vont fonctionner dans les entreprises de la même manière en fait, qu'un robot industriel travaille dans une usine. Donc c'est des agents d'IA qui n'auront pas forcément besoin de supervision humaine, qui vont être capables de parler avec des humains, que ce soit du personnel de l'entreprise, des clients, des fournisseurs, ou qui vont être capables en fait de parler à des machines, donc c'est-à-dire d'autres agents d'IA ou alors à d'autres logiciels qui sont utilisés au sein de l'entreprise. Donc dans cette catégorie de vendeurs d'IA, il y a aussi énormément de potentiel, beaucoup de sociétés qui émergent avec ce type de nouveaux bioservices. Et enfin, il y a un immense marché qui sont ceux qui vont adopter en fait l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui vont en fait utiliser tous les produits, les services que vont vendre les vendeurs d'IA et qui vont l'utiliser pour améliorer le fonctionnement de leur entreprise, les produits qu'ils proposent en fait à leurs clients. Ça peut être améliorer la productivité des employés, ça peut être améliorer l'ergonomie de leur logiciel, l'ergonomie en fait de leur site internet, etc. Il y a énormément de fonctionnalités chez ces adopteurs d'IA. Donc tout ça permet en fait d'avoir un univers d'investissement suffisamment large pour que vous me voyez mal? J'ai un message qui dit qu'on me voit mal, mais Alors moi, je te vois bien. Ah, plus. ah d'accord. Ok, bon, bah, très bien. Bah, je vais continuer avec la caméra, alors vous me direz si ça pose problème. Et donc pour conclure en fait sur cette diversification, il est important d'avoir un univers d'investissement suffisamment large pour qu'on puisse en fait rebalancer notre portefeuille. Ça, c'est très important, c'est quelque chose qu'on fait dans notre fonds. Une fois qu'un sous-segment des sociétés sont bien comprises, bien valorisées, on a suffisamment de profondeur d'investissement dans notre univers pour réallouer le portefeuille sur d'autres sociétés, d'autres sous-segments qui vont bénéficier à court, moyen et long terme de l'essor de l'intelligence artificielle. Oui, donc on comprend que maintenant, il y a des sous-secteurs et des sous-sous-secteurs qui permettent d'avoir une profondeur d'action. On commence à arriver vers une maturité de ce grand secteur de l'intelligence artificielle. Il n'en reste pas moins que, alors qu'il y a des tensions commerciales partout, monétaires, géopolitiques, le S&P 500 a battu 14 records et a encore progressé de 14% depuis le début de l'année, en profitant de la performance des leaders du secteur de l'IA qui reste quand même très concentré sur l'US. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'investissement dans l'IA, c'est en réalité une forme d'achat du marché US et avec tout ce que ça implique en termes de risque sur la monnaie, la gestion sous influence de l'administration américaine, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des alternatives pour diversifier l'exposition au-delà des États-Unis? Je vais peut-être commencer. Oui. Oui, il y en a, mais pour le moment, en fait, c'est vrai que si on regarde la phase actuelle de monétisation de l'intelligence artificielle, on parle surtout de la partie infrastructure. Infrastructure, les fabricants de puces GPU sont américains et ils font fabriquer leurs puces en Asie, chez TSMC, chez Samsung par exemple. Les fabricants d'équipements réseau sont principalement américains. Les fabricants de mémoire sont soit américains, soit coréens, soit chinois. Donc c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, sur la partie infrastructure, ce qu'on voit, c'est des acteurs comme Schneider, par exemple, qui est un acteur important de l'alimentation électrique des data centers. Il y a comme ça des acteurs industriels aussi européens qui sont présents en fait sur la partie infrastructure, mais sinon on parle surtout d'acteurs américains et d'acteurs asiatiques. Mais il y a de l'espoir,
C'est-à-dire qu'au-delà de l'infrastructure cloud, je vous parlais du fait qu'on va adopter l'IA dans le monde réel pour des applications industrielles, pour des applications de la vie de tous les jours, pour les robots de toutes sortes, hein, robots médicaux, logistiques, industriels, drones, robots humanoïdes, conduite autonome, énormément d'applications, où là, en fait, l'Europe a davantage sa place, puisqu'on est historiquement une région beaucoup plus forte sur les technologies industrielles, les technologies auto, les technologies environnementales. Donc il y aura peut-être plus de place à ce moment-là pour l'Europe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sinon c'est plutôt les États-Unis, disons l'Amérique du Nord et l'Asie, qui sont les moteurs de l'IA sur la partie infrastructure. On se réveille en Europe, Yann? Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette suprématie américaine, hein, qui y a plusieurs facteurs, hein. D'une part, un accès aux capitaux qui est beaucoup plus facile, hein. Il suffit de suivre un petit peu l'histoire d'Emis Hassabis, qui est à la tête de DeepMind, qui est le bras armé en IA générative de Google. Demis Hassabis est un Britannique qui a tenté de développer sa société en Europe, qui souhaitait pendant de nombreuses années rester en Europe et qui n'a pas pu résister aux appels de Google pour continuer de déployer son système, de développer son algorithme. Et c'est la principale contrainte aujourd'hui que rencontrent ces développeurs européens, c'est l'accès aux capitaux et le financement de leur développement. Et puis, il y a aussi un contexte un petit peu plus favorable aux États-Unis, hein, et on va le voir à nouveau sous l'administration Trump, avec beaucoup de dérégulation, avec une baisse des impôts, etc. Donc, c'est aujourd'hui plus facile de développer ces solutions-là aux États-Unis que sur le sol européen. Au-delà de ça, il y a malgré tout quelques belles entreprises européennes. On peut parler de SAP, on peut parler de ASML, on peut parler de NXP dans les semi-conducteurs de puissance qui sont des leaders européens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus l'impression que les acteurs dans les fameux LLM sont américains. Il y a une suprématie incontestée. Et puis, les Chinois rattrapent progressivement leur retard, à la fois dans les logiciels, dans les outils d'intelligence artificielle générative, mais aussi dans la robotique. On le voit avec les fameux réducteurs harmoniques, hein, qui sont des composants qui permettent de transmettre le mouvement au robot, hein. C'est des composants extrêmement cruciaux dans la fabrication des robots de tout type, avec une précision qui est nécessaire au micromètre pour les fabriquer. Et aujourd'hui, il y a deux acteurs incontestés, en tout cas leaders incontestés dans le monde, qui sont un Allemand et Sumitomo, le Japonais. Et les Chinois sont en train de rattraper leur retard. Une entreprise comme Green Harmony, qui est en train de rattraper son retard, a déjà gagné 30% de part de marché en Chine. Donc, les Chinois, progressivement, refont leur retard, rattrapent leur retard, et on le voit également dans les chiffres des marchés, hein. Depuis le début de l'année, le marché a plutôt tendance à bien fonctionner en Chine. Il y a un rattrapage des valeurs chinoises, des acteurs comme Cambricon, comme Alibaba, comme Tencent, ont des performances plutôt honorables. Donc, les Américains ne sont pas seuls. Il y a cette concurrence toujours de la Chine, même s'ils ont un petit peu de retard aujourd'hui. On l'a vu avec DeepSeek aussi en début d'année. Mais c'est vrai que l'Europe a plutôt du retard en la matière. En tout cas, ne fait pas complètement partie de la bataille aujourd'hui. Et effectivement, on commence à parler de l'Asie et notamment des terres rares, sujet que tu évoquais, Yann, tout à l'heure en introduction, sur ces enjeux de durabilité dans les portefeuilles, puisque le CPRAM a fait un nouveau baromètre qui indique notamment que 73% des épargnants de fonds climat sont favorables à des exclusions, et spécifiquement sur les activités numériques, sources de consommation énergétique et de pression sur les ressources. Donc, comment est-ce qu'on intègre et est-ce qu'on les intègre aujourd'hui, les enjeux de durabilité dans les stratégies d'investissement sur l'IA? C'est vrai qu'il y a ce frein à l'essor de l'IA qui est la production d'électricité, hein. Quand on voit qu'un data center, le data center le plus important, le plus gros au monde aujourd'hui, c'est le data center Colossus, qui est propriété de XAI, donc qui fait partie de la galaxie d'Elon Musk. C'est un data center qui consomme globalement 1,5 gigawattheure. Donc, c'est la production d'un EPR. Et ce data center a vocation à doubler de taille tous les ans. Donc, on se rend compte de la nécessité de produire beaucoup plus d'électricité à l'avenir.
On estime que d'ici à 2030, la demande en électricité pour alimenter les data centers va doubler, que globalement, ce sera à peu près la demande électrique, en tout cas la consommation électrique du Japon en 2030. Donc, il va falloir produire beaucoup plus, beaucoup mieux. Aujourd'hui, les acteurs technologiques, si on prend Microsoft, ont passé des partenariats avec le monde du nucléaire. Microsoft a passé un partenariat sur une vingtaine d'années avec Three Mile Island, qui est la centrale nucléaire qui avait eu un défaut en 1976. Donc, c'est sur un net réacteur qui se sont positionnés. Google a passé un partenariat avec Keros, qui est un fabricant de petits réacteurs nucléaires. En tout cas, on voit qu'il y a des solutions intermédiaires qui ont été trouvées. Amazon investit beaucoup dans les énergies renouvelables. C'est le premier producteur mondial d'énergie renouvelable aujourd'hui, premier producteur privé. Mais à long terme, il faudra trouver d'autres solutions. Il faudra investir massivement à la fois dans la production énergétique, mais aussi dans l'administration du réseau électrique, qui est au moins aussi important, et puis dans l'efficacité énergétique, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la consommation électrique d'un data center, 40% de la consommation, sont des activités de refroidissement. Donc, refroidissement par air, un système de climatisation classique, refroidissement par eau, par système d'évaporation, mais très consommateur d'eau. Et donc, il y a aujourd'hui des technologies, ce qu'on appelle le liquid cooling, donc des entreprises comme Vertiv, comme Microsoft maintenant également, qui produisent des systèmes intégrés qui permettent de refroidir directement au niveau de la puce la plaque, le semi-conducteur. Donc, c'est des technologies qui avancent progressivement, mais c'est vrai que c'est un levier assez intéressant pour les prochaines années. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis le sujet de l'eau également, parce que beaucoup de data centers sont implantés également dans des zones arides. On a le problème dans la région d'Aragon, en Espagne, où Amazon a installé des data centers dans des zones arides. Donc, même si Amazon s'est engagé à être neutre en eau, c'est un nouveau terme, neutre en eau à horizon 2030, ça pose ce type de sujet. Et donc, il faudra répondre à cette contrainte-là, comment continuer de construire des data centers tout en préservant la qualité de l'eau. Alors, c'est vrai que les politiques environnementales des entreprises ont plutôt eu tendance à s'orienter sur la logique carbone, c'est-à-dire à considérer uniquement les émissions carbone dans leur bilan. On a rédigé un livre blanc sur la biodiversité chez Pictet il y a quelques années, qui est le fruit de partenariats scientifiques que l'on a menés depuis très longtemps, et qui montre que en fait, l'impact en matière de biodiversité est le résultat de 3 grands facteurs. C'est à la fois les émissions carbone, c'est l'artificialisation des sols et les prélèvements en eau. Et que les 3 facteurs ont des systèmes d'interaction et d'auto-entraînement et ils ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Et donc, c'est en ça qu'on voit l'impact sur la biodiversité. Donc, et d'autant plus que la problématique du carbone est globale, la problématique de l'eau est locale. C'est-à-dire que même si on compense ces prélèvements en eau à l'échelle globale, on ne compensera pas les dommages réalisés à un endroit précis. Donc, c'est toujours cette problématique-là qu'il faut appréhender. Donc, ce sera un des grands enjeux des prochaines années, c'est continuer de construire ces data centers, poursuivre cette croissance-là, tout en ayant cette capacité de gérer ces problématiques à la fois énergétiques et hydrauliques, sachant qu'aujourd'hui, on compare assez régulièrement les fermes, ce qu'on appelle les fermes technologiques, aux fermes agricoles qui, pendant très longtemps, ont été des très grands consommateurs d'eau, notamment aux États-Unis. Vous savez qu'il y avait ces fameux water rights, un agriculteur qui était, son exploitation était positionné sur une ferme, avait tous les droits qui était positionné sur une rivière, avait tous les droits sur cette rivière. Et donc, c'était des désastres écologiques. On y a remédié, notamment en Californie, on mettait en place ces contrats sur l'eau, etc. Est-ce que demain, il y aura des contrats sur l'eau appliqués au data center? Ça peut être une piste de réflexion, mais en tout cas, ce sera un sujet pour les prochaines années. Est-ce qu'aujourd'hui, Christophe, dans les portefeuilles, vous intégrez ces sujets-là dans le choix des entreprises que vous allez sélectionner? C'est non, on regarde évidemment d'un point de vue extra-financier, en fait, tous les risques saillants qui peuvent être liés à nos investissements. Et c'est vrai que dans le cas des investissements dans la technologie, particulièrement pour l'infrastructure, particulièrement pour les semi-conducteurs,
L'enjeu du stress hydrique est très important, hein. C'est vrai que pour produire des semi-conducteurs notamment, c'est là où on utilise beaucoup d'eau. Sur les data centers, maintenant, c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont plus innovantes en termes de recyclage d'eau. C'est vrai que nous, certaines des sociétés avec lesquelles on discute nous disent qu'ils sont capables de recycler en fait toute l'eau qu'ils utilisent au sein des data centers. Donc il y a peut-être pour les data centers, cette question-là devient moins prévalente. Il y a des innovations importantes qui sont faites. On attend aussi beaucoup de l'IA, qu'elle nous aide en fait à trouver de nouvelles solutions plus intelligentes en termes environnementaux. Donc c'est la promesse de l'IA scientifique. C'est pas forcément pour tout de suite, mais déjà on trouve parfois en fait des moyens d'optimiser aussi aujourd'hui peut-être avant de découvrir en fait de nouvelles technologies environnementales. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les modèles d'IA peuvent fonctionner avec des puces qui sont toujours plus efficientes énergétiquement. On doit leur donner une puissance de calcul plus importante, mais ce que NVIDIA et les autres acteurs essayent de faire, en fait, c'est de réduire la consommation par watt, en fait, disons la performance par watt, en fait, pardon, ils essayent d'améliorer l'efficience énergétique, donc avoir une performance par watt qui soit bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 18 mois ou il y a 24 mois. Donc c'est un enjeu assez important. Ça rejoint cet enjeu de savoir est-ce qu'on aura suffisamment de puissance électrique pour alimenter tous ces data centers dans les années à venir. Une des manières de le faire, c'est d'avoir des puces qui sont bien plus efficientes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques années pour une performance beaucoup plus importante. On comprend, il faut comprendre les critères fondamentaux, quantitatifs de chacune des entreprises pour pouvoir alimenter le fonds, qui est notamment Échiquier AI, qui est un fonds avec un nombre de lignes limité dans le portefeuille, avec une sélection donc rigoureuse des valeurs. Comment est-ce que vous articulez tout ça finalement dans ce fonds-là? Qu'est-ce que vous choisissez? Donc, ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'univers d'investissement, comprendre à quel moment les différents sous-segments de cet univers vont en bénéficier. Pas besoin de se positionner trop tôt parce que sinon on peut attendre assez longtemps en fait que la matérialisation de l'accélération de la croissance des résultats arrive. Donc l'idée c'est de bien comprendre à court terme quels sont les sous-segments et les entreprises qui vont en bénéficier. Investir sur ces sociétés-là. Nous, c'est vrai qu'on a des portefeuilles de conviction, 25 à 35 positions maximum. Donc on essaye en fait d'avoir des poids importants. Là, on voit de la monétisation à court terme. Une fois que le marché a bien compris que ce sous-segment était bien placé, que l'activité en fait des sociétés dans lesquelles on investit était bien compris, généralement, on réalloue le portefeuille. La manière dont on le fait en analyse fondamentale est très classique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la qualité des produits ou des services que propose la société, la qualité de ses brevets, sa capacité à faire passer des augmentations de prix à ses clients, on va regarder l'expertise du management, on va regarder la composition de l'actionnariat, on va regarder beaucoup de choses d'un point de vue financier et extra-financier qui vont nous permettre en fait d'arriver à une recommandation sur chaque société, à une valorisation aussi qu'on regarde souvent à 3 ans, hein, parce qu'on est quand même dans des thématiques de croissance. Et donc ensuite, en fonction de l'avancée dans l'innovation, donc là, dans ce cadre-là, c'est l'innovation de l'intelligence artificielle, mais on fait la même chose pour d'autres fonds qu'on gère sur d'autres thématiques. Donc à chaque fois, on a une vision très claire sur les différentes sociétés, les différents sous-segments, et en fonction de nos attentes en termes de monétisation à court terme d'une innovation, on va réallouer le portefeuille. Donc ça nous permet en fait de suivre tout l'écosystème, de suivre l'évolution aussi de l'innovation et d'être positionné à tout moment avec un portefeuille dans lequel il reste un potentiel d'appréciation et où les valorisations restent raisonnables par rapport à leurs perspectives de croissance et de profitabilité future. Et on va atterrir à combien à la fin de l'année là sur Échiquier AI? Alors aujourd'hui, la performance du fonds pour les parts en euros, alors c'est peut-être aussi un point important que je dois mentionner. La performance en euros, elle est un peu supérieure à 10%, elle doit être à 10 ou 11%, je pense, si je regarde à la valeur liquidative d'hier du fonds. Par contre, on a un impact très fort de l'ordre de 14-15 points, un impact négatif de la dépréciation du dollar, parce qu'on est principalement investi aux États-Unis. Donc si on regarde la performance des parts du fonds qui sont en dollars, on est plutôt dans les 25-27%, et on propose aussi à ceux qui le souhaitent d'ailleurs des parts qui sont couvertes du risque de change. Mais donc voilà, de bonnes perspectives. On pense que les perspectives vont continuer sur le dernier trimestre. Évidemment, on s'attend aussi beaucoup à ce que les prochaines vagues de monétisation soutiennent les performances du fonds, et donc on a aussi réalloué notre portefeuille en ce sens.
Eh ben, c'est super. Et chez Pictet, vous avez développé un modèle propriétaire d'intelligence artificielle qui s'appelle Ouais, Quest exactement, oui. et Ouais, alors, ouais, qui est pardon. capable d'anticiper la performance d'un large univers d'action. Donc, vous intégrez l'IA directement pour gérer. Au niveau de la chambre, alors c'est vrai qu'au sein de la gestion thématique, hein, depuis très longtemps, on gère des fonds sur l'IA, alors Pictet Digital notamment, et puis sur toutes les. Enfin, pour nous, l'IA n'est pas un thème. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est une tendance qui va nourrir plusieurs thèmes d'investissement, et notamment le thème du digital, le thème de la robotique, qui fonctionne très bien depuis de nombreuses années, mais aussi, et on en a beaucoup discuté au cours de cette conférence, tous les thèmes de second rang, je dirais, qui vont profiter de la tendance IA. Je pense au thème de l'eau, je pense au thème des énergies renouvelables, et tous ces thèmes-là vont être innervés par les progrès en intelligence artificielle et par toutes les contraintes rencontrées par cette logique industrielle et toute l'évolution des modèles. Au-delà de ça, et quelque chose de complètement différent, c'est vrai qu'on a utilisé l'IA, on est les premiers à le faire, en tant qu'outil de gestion. C'est-à-dire qu'on a développé au sein de notre équipe quantitative, hein, qui date d'il y a plus de 20 ans, qui gère environ 25 milliards d'actifs aujourd'hui, nous avons recruté une équipe de scientifiques, donc principalement des spécialistes en mathématiques appliquées, en physique quantique, des anciens chercheurs du CERN, une équipe de 10 personnes qui, au cours des 4-5 dernières années, a bâti un algorithme qui a une vocation qui est simple, c'est de prédire les rendements futurs de chaque titre du MSCI World à horizon 1 mois. Donc, l'objectif est de travailler sur des signaux courts. L'algorithme a, dans un premier temps, identifié un certain nombre de signaux. C'est environ 390 signaux aujourd'hui, qui sont à la fois des signaux de momentum, des signaux de short, des signaux de valorisation, des signaux de sentiment des analystes, qui vont être intégrés, analysés au sein de ce qu'on appelle une forêt d'arbres décisionnels. Donc, des arbres décisionnels, c'est des enchaînements de questions. Chaque arbre est composé d'une centaine de questions, et c'est 50 000 arbres qui vont se succéder et pour lesquels grâce auxquels on va essayer de trouver des interactions entre ces fameux 390 signaux. Donc typiquement, le modèle a une vertu, c'est qu'il permet de réaliser beaucoup de calculs très rapidement et en continu, c'est-à-dire qu'on va faire travailler ces 390 signaux au sein de 50 000 arbres décisionnels, chacun composé d'une centaine de questions, appliquées à 1600 titres, et le modèle est entraîné sur les 12 dernières années. Donc c'est énormément de data qui sont brassées, triées, analysées, pour au final dégager une prédiction de rendement futur avec un horizon court-termiste, aux alentours d'1 mois, pour chaque titre qui compose le MSCI World. Et donc, ça a donné naissance à 2 stratégies d'investissement, une stratégie long only et une stratégie long short. La stratégie long only est gérée, est effective depuis septembre 2023, donc ça fait à peu près 18 mois, avec un objectif qui est simple, c'est d'avoir un bêta de 1 par rapport au MSCI World, d'avoir un niveau de chargement proche de celui des ETF, 20 bips, et de générer une surperformance de 1,5 à 2% par an. C'est exactement ce que produit le modèle depuis que nous l'avons lancé, c'est-à-dire qu'au cours des 18 derniers mois, le fonds a généré une surperformance de 3% par rapport au MSCI World, avec un bêta de 1 et un tracking error maximum de 2%. Donc là, l'idée, c'est véritablement d'aller concurrencer les ETF, de regagner les parts de marché que nous avons perdues en raison de value for money, etc., et de proposer aux multigérants, aux institutionnels, aux investisseurs de manière générale, une solution d'investissement qui certes est indexée sur le marché, mais qui va aller capter de la surperformance. Et puis, auprès des CGP, nous avons déployé le modèle long short, qui est un modèle article 6, SRI 2, market neutre, et qui va tout simplement avoir dans le book long les 350 meilleures idées d'investissement et dans le book short les 350 plus mauvaises, entre guillemets, idées d'investissement au sein de cet univers du MSCI World. Les performances sont plutôt excellentes depuis que nous avons lancé la stratégie. Nous sommes sur un ratio de Sharpe de 2,5. La stratégie a réalisé à peu près 26% de performance au cours des 18 derniers mois, avec une volatilité aux alentours de 2,5%. Donc ça fonctionne plutôt très bien, avec une certaine linéarité dans la production de la performance. Donc les deux modèles ont cet avantage d'être surperformants et surtout d'apporter
quelque chose de différenciant dans les allocations. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde les facteurs de contribution à la performance, on se rend compte que ce sont des facteurs complètement différents de ce que l'on retrouve habituellement dans la gestion discrétionnaire ou quantitative 1.0, c'est-à-dire quantitative traditionnelle. Ce ne sont pas les biais sectoriels, ce ne sont pas les biais de marché, ce ne sont pas les biais capitalistiques de type d'entreprise qui expliquent la surperformance du modèle. Ce sont ce qu'on appelle des facteurs spécifiques, c'est-à-dire les interactions que le modèle IA a réussi à générer entre ces différents signaux pour générer produire de la surperformance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons à la fois de la décorrélation, nous avons de la diversification dans la contribution à la performance et un produit qui plaît beaucoup aux investisseurs privés parce qu'il a vocation à préserver le capital, à être faiblement risqué et à dégager une performance, en tout cas sur les 18 derniers mois, qui est plutôt très bonne. Donc, deux façons d'utiliser l'IA dans les finances. Donc, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je vais vous remercier vraiment beaucoup, Yann et Christophe, pour la clarté, la profondeur de vos analyses. Merci à tous les participants de nous avoir écoutés et de nous réécouter. Et à retenir peut-être plusieurs enseignements, en tout cas ce domaine ou cette tendance, cette thématique ou cette tendance, selon la façon dont on l'aborde, est capable de créer de la valeur, ça c'est clair. Dans un temps long, c'est évident. Et il est nécessaire de s'entourer des meilleurs professionnels parce que le sujet est quand même très complexe. Et n'oublions pas qu'il ne faut pas manquer les 30 meilleurs jours du S&P 500. Parce qu'on avait fait une petite étude sur cette dimension-là sur les 10 dernières années, ça aurait réduit de 80% la rentabilité de l'investissement si on a raté les 30 meilleurs jours sur 10 ans. Donc, faisons confiance aux professionnels, on l'a remarqué, ils s'y connaissent. Donc, merci à eux et merci à tous pour votre présence. Je repasse la parole à Pascal. Merci beaucoup, Karine. Je vais prendre les quelques secondes qui me restent, et pardon encore pour cette voix incroyable, pour vous présenter un peu comment on peut retrouver et les convictions de l'échiquier et de Pictet sur la plateforme Patrimeta, et puis effectivement retrouver les produits dont Christophe et Yann ont évoqué très rapidement. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez joindre directement les équipes commerciales sur la plateforme, mais vous pouvez aussi en savoir un peu plus. Je pense que vous découvrez la plateforme Patrimeta que vous connaissez tous maintenant. Je me suis amusé à poser une petite question pendant que Yann et Christophe évoquaient ces points, en demandant à la petite intelligence artificielle qu'on a positionnée pour aider les conseillers à obtenir de l'information un peu plus claire. Et effectivement, notre petite intelligence nous a sorti un article notamment qui était produit par les équipes de CPRAM et aussi de l'échiquier. Alors, je pense que vous ne les voyez pas là. En tout cas, il nous donne un certain nombre d'articles sur les sujets. Si on veut aller plus loin, bien évidemment, il suffit, lorsque vous êtes exposant, d'appeler le requêteur et vous avez cette chance de chercher par thématique et vous cherchez intelligence artificielle et vous allez retrouver notamment les produits qu'on a évoqués, échiquier artificiel intelligence, Pictet digital, Pictet robotique, qui sont présents ici. Si vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension, si vous allez sur la fichière de l'échiquier, vous aurez toutes les chances de retrouver à la fois les informations qui sont proposées dans le cadre des convictions, et notamment, il y avait une présentation qui avait été faite sur échiquier AI il y a quelques temps maintenant, que je vais retrouver ici, voilà, la vie des fonds. Et puis, lorsque vous voulez aller sur Pictet, vous allez en savoir plus sur le fonds présenté par Yann il y a quelques instants, sur notamment ce produit
Quest AI qui est déjà présent sur la plateforme avec l'ensemble de ces informations. Si vous voulez avoir l'intégralité de la compréhension du sujet, vous retrouvez une intervention de Yann qui explique comment cette stratégie d'investissement long short est pilotée par l'IA et les résultats de cette gestion. Voilà très rapidement ce que je voulais vous présenter ce jour. Il me reste à vous remercier, puisqu'on a dépassé un peu le temps, mais le sujet valait très largement le fait qu'on déborde un petit peu, compte tenu de l'intérêt des propos de chacun. Merci Yann, merci Christophe. Merci à vous. Pour ces commentaires particulièrement intéressants et particulièrement étoffés. Merci à Karine d'avoir animé avec brio cette conférence qui est très complexe. Je pense qu'on en fera d'autres sur l'IA, puisque c'est particulièrement intéressant. Prochaine conférence Patrimeta au mois d'octobre, et on aura un tout autre sujet à l'ordre du jour, bien évidemment, à suivre dans la lettre hebdomadaire que vous recevez tous les samedis matins. Merci à vous tous et toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.